Moi, je suis dans ma chambre, bien calée sur mes coussins, pour passer ce bon moment avec vous. J'ai même ma petite tisane. J'espère que vous avez la vôtre. Donc voilà, dans la dernière émission qu'on a fait avec Sylvie, on a parlé des différentes façons d'éduquer et ça a soulevé pas mal de questions. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos questions, pour vos nombreux messages. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, malheureusement, mais vos messages m'ont beaucoup touchée et m'ont fait beaucoup plaisir. Et donc, ça a soulevé pas mal de questions. Moi, je me suis dit, bon, bah, tant qu'on est sur la lancée, autant faire une émission voilà, sur mon expérience à moi, parce que c'est celle que je connais à mieux. Donc voilà, donc une expérience, une émission sur la façon dont j'ai répondu à l'enseignement de mes enfants. Alors moi, j'ai choisi l'instruction en famille. Pourquoi j'ai fait ce choix, qui peut sembler un petit peu hors norme. Mais en fait, franchement, au début, c'est plutôt mon fils qui m'a guidée vers cette façon de faire. Lui, il avait vraiment un caractère particulier, il était un peu anxieux, et moi, j'avais envie vraiment d'aller dans son sens, de répondre à ses besoins, à ses vrais besoins. Donc, j'ai vraiment creusé la question, j'ai beaucoup cherché et j'ai entendu parler d'école à la maison. En même temps, ça m'était familier parce que, alors, c'est pas du tout contre l'éducation nationale ni rien, parce que ma mère est institutrice et mon frère est professeur, donc on a baigné dedans, on aime bien enseigner en fait, c'est plutôt ça. Et ma mère, donc on a grandi au Tchad, en Afrique, dans la brousse même. Et ma mère nous a fait l'instruction en famille quelques années au début de notre vie. Donc moi j'avais 4-5 ans. Mon frère, lui, il avait le niveau CP-CE1, donc il a fait ça à la maison avec ma mère. Donc, quelque part, je savais que c'était possible. Euh, mais voilà, c'est mon fils qui m'a conduit à m'interroger à faire ça. Euh, Ça peut partir dans tous les sens, parce que là, j'ai plein de pistes pour parler de ça. Bah déjà, notamment, on a déménagé pour pouvoir faire ça. Parce que faut savoir que c'est un choix de vie quand même. C'est un choix où un des deux parents ne travaille pas et l'autre travaille. Donc, en l'occurrence, c'était mon mari. Donc, on a eu mon fils. Mon mari, il finissait ses études. Moi, j'étais en train de faire mes études, donc je les ai interrompues. Et par la suite, on habitait dans le sud de la France. Et la ville où on habitait, ben, mon mari, avec son son premier job, il touchait pas forcément assez pour qu'on puisse faire l'instruction en famille, que moi je sois à la maison, mais que lui, parce que moi, étant donné que j'avais jamais travaillé, j'avais aucune aide sociale ni rien. Donc on a décidé de déménager pour pouvoir faire ce choix qui était très fort pour nous. Donc on a déménagé dans une région où lui, il touchait plus. En fait, on a déménagé à côté de la Suisse. Donc mon mari travaille en Suisse et moi, je suis en France. Enfin, on habite en France et lui, il va tous les jours en Suisse pour travailler parce que les salaires d'informaticiens étaient un peu plus élevés là-bas. Donc voilà comment ça a commencé. Et ben, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est vraiment, c'est comme un boulot, enfin, c'est un boulot à plein temps. Et c'est extrêmement formateur. Et c'est vrai que quand on est avec ses enfants, ben, on se forme un petit peu sur le tas parce qu'on découvre les choses en même temps que, je veux dire, avant d'avoir des enfants, on a plein de théories et en général, elles s'effondrent à peu près toutes une fois qu'on a des enfants, mais c'est pour le meilleur parce que justement, on apprend à sortir des théories et du blabla et à être vraiment dans l'instant avec son enfant, à l'écouter lui, à répondre à ses attentes. Et ouais, ça bouleverse, ça demande beaucoup de remise en question. Donc, quand je suis arrivée ici, donc dans la ville où j'habite, Ferney-Voltaire, c'est juste à côté de Genève, donc, j'ai trouvé une association. Moi, les choses me sont vraiment venues à moi. J'étais en recherche de ces choses-là, mais je savais pas. Par exemple, quand je suis arrivée, je me disais, ah, ça serait super bien qu'il existe une association par enfant où on pourrait se retrouver. Il faudrait que je la crée, etc. Et donc, en fait, il en existait une qui venait d'être créée dans ma ville. Et elle était créée justement
comme par hasard, par des parents qui étaient exactement dans le même état d'esprit que moi. Donc quand je suis arrivée, j'avais l'impression d'être au paradis. Donc c'était, en fait, créer une association, c'est super simple. Vous créez votre association, en ligne, ça se fait en 5 minutes. Après, vous envoyez la demande, on vous l'accepte ou on ne l'accepte pas. Et ensuite, vous allez voir la mairie et vous lui demandez une salle. Donc en général, ça met un petit peu de temps selon les mairies. Là où on est, le gars qui avait lancé l'association, il a dû faire pas mal de forcing, mais lui, voilà, c'était quelqu'un qui déménageait les choses. Donc, il nous a créé une magnifique association écolo. On a eu un local au milieu d'un petit parc entouré de murs, donc un peu abrité. Il a pu créer un petit jardin partagé de permaculture, installer un énorme bac à compost. Enfin, c'était vraiment super top. Et donc, le principe de l'association, c'était, on y vient, c'est ouvert tous les matins de environ 10h à 12h. Les parents qui veulent s'investir ont la clé, donc on était plusieurs à avoir une clé et à venir le matin ouvrir. Et on se réunit tous ensemble, on s'assoit, voilà, il y a des jeux, c'était libre-échange de jouets, donc tous ceux qui voulaient amener des jouets, ils amenaient des jouets, ceux qui voulaient en remporter chez eux, bah, ils en remportaient chez eux. Et donc on s'installait là-bas et c'était hyper important parce que quand on fait l'école à la maison, ben, on a vraiment un autre rythme de vie. Je dirais pas qu'on est forcément isolé, mais plutôt que ce qui nous isole, c'est d'avoir un rythme qui est extrêmement différent des autres, parce que on va, en fait, on va suivre le rythme de notre enfant. Donc, on n'aura pas les mêmes horaires que ceux qui les emmènent à l'école, qui vont suivre plutôt les horaires, des horaires qui sont imposés. Nous, on va vraiment, si un jour l'enfant a été trop stimulé, bah, il va être plus fatigué le lendemain, donc le lendemain, on va y aller mollo. Et donc, on s'est tous retrouvés avec le même rythme. Donc, on se comprenait très bien. On avait la possibilité, on s'appelait le matin presque tous les jours. Alors, comment t'es aujourd'hui? Est-ce que t'es pas trop fatigué? Non, ça va? Bon, bah, alors on fait quoi? Ah, ben, on se retrouve au parc, on va à l'association. Voilà, c'était vraiment un autre rythme de vie. Et c'est vrai que c'est important de trouver des gens avec qui on peut partager ce même rythme. Parce que, voilà, on plonge dans quelque chose de très différent. Donc les parents, on va parler du rôle, de la façon de sociabiliser entre guillemets l'enfant, mais nous, à la base, c'était plus pour nous entre parents qu'on avait besoin de ça, plus que pour l'enfant, parce que les enfants qui allaient à ces associations, au départ, étaient assez petits. Donc quand ils sont petits, les enfants, bon, ils s'en fichent un petit peu d'être entourés que d'enfants, ou au contraire, c'est beaucoup plus enrichissant pour eux d'être avec des parents, avec leurs parents. Donc voilà. Donc ça nous permettait d'être ensemble. Le midi, on pique-niquait souvent ensemble, on dépassait largement les horaires qu'on avait mis à l'association. Et puis on s'est vu grandir petit à petit. Faut c'est sûr que l'éducation en famille, ça demande de réorganiser sa vie sur plein de points. Parce que si on veut vraiment répondre aux besoins des enfants, ces besoins ne sont pas figés. Donc ça veut dire que nous, on doit développer quelque chose qui est énorme, c'est une souplesse énorme. C'est-à-dire que c'est hyper difficile de se plonger dans un boulot ou par exemple, moi, dès que je voulais aller sur l'ordinateur, c'était impossible. C'était impossible. Les enfants, ils ne me laissaient pas aller sur l'ordinateur. Et donc, il a fallu que je repense la façon dont je voulais travailler. Et notamment, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire de la radio. Et moi, je me disais, mais comment je vais faire pour taper mes textes, d'abord, sur l'ordi, ça me semblait impossible. Et puis, pour ensuite bon, faire le direct. Bon, là, on s'est arrangé avec mon mari, évidemment. Mais c'est là que j'ai trouvé plein de techniques pour faire tout ça. Par exemple, c'était impossible pour moi de me filmer avec une bonne caméra qui me fait une super image, d'avoir des belles couleurs, de faire un super montage, parce que ça prenait un temps immense. Donc, ce que j'ai fait, j'ai découvert, c'est à ce moment-là qu'il y a eu toute la technologie iPad, iPhone, smartphone. Donc, tout simplement, je me filmais, quand je voulais faire des vidéos, je me filmais avec un petit truc à la con comme ça, là, mon téléphone. Je faisais
un petit montage ou même pas de montage, j'avais souvent pas besoin de montage, et pouf, j'appuyais sur un bouton, ça allait sur YouTube. Et pour faire mes textes, et ben pareil, je pouvais les faire, les taper en même temps que je joue avec les enfants ou en même temps que ou quand je suis justement à l'association, hop, je prends un moment, je tape quelques petits trucs. Il faut réorganiser sa vie de façon à bien vivre l'éducation à la maison. Parce que c'est vrai que si on essaye de vivre exactement de la même façon qu'on vivait avant, ben là, en fait, on devient très frustré parce qu'on n'arrive pas à faire les mêmes choses qu'on faisait avant. Donc ça demande effectivement un énorme lâcher-prise. Ça demande vraiment, c'est hyper constructeur. Moi, mes enfants, ils m'ont plongé dans l'instant présent, mais vraiment, mais littéralement. Il fallait qu'au moment où je ressens cette frustration de ne pas pouvoir jongler entre eux et mon travail, je savais que si j'allais essayer de faire le travail, j'allais pas pouvoir y arriver entièrement parce que eux étaient là. Donc il fallait que j'allais m'occuper pas bien de mon travail et pas bien d'eux, et ça allait créer une grosse frustration. Donc j'ai appris à lâcher prise sur le travail tel que je le concevais et à faire autrement avec mes enfants, à me plonger dans l'instant avec eux, en me disant que de toute façon, leur jeunesse, elle dure que quelques années. Voilà, on change de rythme de vie. Ça nous apprend énormément et on le fait pas pour toujours non plus. On le fait juste quelques années pour éduquer nos enfants. Puis voilà, il y a des choses il faut adapter, il faut changer sa façon de vivre. Nous, c'est vrai que, par exemple, on ne mange pas à table. Moi, c'était hyper fatigant pour moi de me dire, bon, il faut que je mette la table tous les soirs, enfin 2 fois par jour, 3 fois par jour, je mets la table pour chacun, les couverts, les machins. Bah non, on prend une grande assiette, un grand plateau à l'africaine, comme ce avec quoi j'ai grandi, on met tout dedans, on mange. Voilà, moins de vaisselle, moins de complications, moins de stress pour tout préparer. Voilà, il y a plein de choses pour lesquelles j'ai tout réadapté. Je peux vous citer d'autres exemples. Par exemple, j'avais une table basse et c'était compliqué de mettre les enfants en hauteur. Je préférais qu'ils soient au niveau de la table basse, et la table basse était un peu trop haute. Donc, au lieu d'avoir une table basse un peu haute et puis de mettre des petites chaises autour, on a coupé les pieds à 37 cm du sol, et puis comme ça, on pouvait tous s'asseoir à bon niveau par rapport à la table. Et on pouvait avoir un espace où on s'installe hyper facilement, on se relève hyper facilement, on peut manger à cet endroit-là, on peut faire autre chose, on peut dessiner, installer tous les trucs de peinture, re-enlever. Un autre truc que j'ai laissé un peu de côté, c'est aussi moi, mes idéaux de perfection, de maison hyper bien rangée, hyper clean. Non, c'est bon. Oh, il y en a marre. Non, faut lâcher prise, quoi. Il y a des choses qui sont plus importantes. Si vous voulez vraiment ranger, et c'est comme pour le travail, vous voulez ranger et que tout soit clean, derrière, en général, il y a les enfants qui sont en train de déballer en même temps que vous rangez. Donc c'est bon, faut lâcher prise. Et puis voilà, la maison ne sera pas clean pendant quelques années, et tant pis, on invitera les gens, soit on invite des gens qui sont comme nous, c'est ce que je faisais, soit on va ailleurs, on donne rendez-vous aux gens dehors, au parc, un peu n'importe où. Donc voilà, vivre dans l'instant présent, ne pas se culpabiliser, rester cool, changer de rythme. Et ça fait du bien parce que vraiment, on se sent libre. Mais vraiment, la vraie liberté. La liberté de l'instant. Vous êtes là le matin, vous vous levez, vous êtes avec vos enfants. Allez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, ça va être chouette, j'ai envie de faire ça. Bah ouais, je le fais. Allez, on fonce. Donc voilà. Donc non, c'est un autre mode de vie, mais pour moi, c'est d'une valeur inestimable. Donc, on parlait, je ne sais même plus comment on est arrivé là, on parlait de la sociabilisation des parents et donc la sociabilisation des enfants. Alors, parce que c'est la question qui revient le plus fréquemment en fait. Donc les enfants, quand ils commencent à grandir, c'est clair qu'ils adorent être avec d'autres enfants, ils aiment bien être entourés, être bien entourés. Donc voilà, moi je peux vous parler simplement des manières dont nous on a créé cette socialisation. Donc déjà avec cette association, alors dans cette association on était beaucoup à être sur le même rythme de vie, mais on a été très peu au final à faire l'école à la maison. En fait, on a été deux sur une dizaine de parents qui avaient la même réflexion, le même mode de vie, allaitement long, cododo, écologie.
Il y avait aussi beaucoup d'autres parents qui n'étaient pas forcément dans cette optique, qui venaient, qui étaient très sympas et qui on s'entendait très bien aussi. Et donc au final, donc vous êtes dans l'association, ce qui est très bien pour les plus jeunes, mais au fur et à mesure, les enfants grandissent. Donc vous avez beaucoup de parents qui ont fini par mettre leurs enfants dans des écoles. Alors c'était souvent des écoles alternatives, parce que là, après de la Suisse, on en a pas mal quand même. Les gens sont assez open là-dessus. Et donc, il y a des écoles Montessori, il y a des écoles autres, des petites écoles privées que les gens créent justement parce qu'ils ont cette envie, ce besoin. Et puis, il y a des parents même qui trouvaient un arrangement. Il y a une école dans le coin où il y a des parents qui ont fait ça, ils trouvent un arrangement. Ils bossent quelques heures par semaine dans cette école. Donc, en même temps, ils sont avec leurs enfants. Mais, donc, ils font un cours, je sais pas moi, par exemple, anglais ou français. Et en même temps, ils peuvent mettre leur enfant là-bas et ça leur donne un coût moindre. Donc ça, c'est une bonne astuce aussi pour ceux qui ont des revenus plus bas. Et ça permet de, si l'enfant il trouve son compte, c'est super, c'est pas plus mal. Et il faut penser aussi que, de mon expérience, c'est beaucoup plus facile quand l'enfant qui fait l'école à la maison a des frères et sœurs. C'est vrai que quand je vois mon fils et ma fille, donc ils ont 2 ans tout juste d'écart, quand ils jouent ensemble, mais c'est extraordinaire. Ils peuvent jouer pendant des heures, ils s'inventent des mondes extraordinaires. Et donc moi, oui, c'est vrai que pour moi, ça répond pas mal aux besoins de sociabilisation. Là, j'ai une copine avec qui on a fait l'école à la maison toute cette année, et sa fille, et elle a une fille unique, donc au bout d'un temps, sa fille, surtout en hiver, dans les moments où on est un peu plus isolé, et ben, elle s'ennuyait et puis elle avait envie de retourner à l'école. Parce qu'elle elle avait été à l'école avant, ils avaient interrompu pour faire l'école à la maison, puis là, elle était demandeuse. Donc ils ont dit, ouais, ok, bah voilà, faut suivre, faut s'adapter, elle s'ennuie à la maison, bah, ils sont un peu isolés à la campagne, et bah voilà, faut foncer, il faut pas se mettre trop de limites en se disant, faut faire comme ci, faut faire comme ça, parce que souvent, bah, on peut tomber de haut, et alors là, ça peut faire mal. Moi, je me laisse tout à fait libre de mettre mes enfants à l'école si un jour ils m'en font la demande, ou si n'importe quoi peut se passer dans la vie, hein, faut être ouvert à tout. Et donc, comme moyen de sociabilisation, alors nous, ici, c'est vrai qu'on est vachement bien situé, on est une petite ville, mais c'est pas totalement la campagne non plus. Enfin, on a des ânes juste à côté sous la fenêtre, mais c'est pas totalement la campagne quand même. Il y a beaucoup de voisins. Et on a une grande cour pleine d'herbe juste au niveau de ma terrasse parce qu'on est au premier étage. Et je suis une des seules maisons qui a un jardin, qui a un petit jardin qui donne sur cette cour. Alors en général, le mercredi après-midi et le samedi et le dimanche, ça devient le centre de loisirs chez moi. Il y a tous les voisins, les petits voisins qui débarquent, qui toquent à la fenêtre. Ouais, on peut jouer avec Noël et Chani. Ils sont tous plus grands, enfin la plupart. Ils ont entre 6 et 11 ans. Et ils sont trop mignons. Ils viennent tous jouer avec mes enfants qui sont plus petits. Donc ça, c'est un autre moyen de sociabiliser, se faire des relations dans l'entourage avec les voisins. Parce que c'est vrai que un autre moyen, c'est de faire des sorties entre écoles à la maison. Mais c'est pas forcément évident parce que selon l'endroit où vous habitez, vous avez plus ou moins de gens autour de vous qui font cette démarche. Moi, dans mon coin, alors moi, j'ai pas de voiture. Enfin, mon mari a une voiture, mais moi, j'ai choisi de pas en avoir. Et donc on s'y retrouve très bien comme ça, mais c'est vrai que on peut pas aller rendre visite à beaucoup de gens qui font l'école à la maison, qui sont loin. Donc soit eux ils viennent, ce que faisait ma copine Caroline l'an dernier, et soit faut fonctionner autrement. Donc je vous disais que dans l'association où on était 2 à avoir fait le choix de l'école à la maison, parce qu'on était super copines. Donc c'était ma copine Noémie. Et alors eux, on se voyait plusieurs fois par semaine. Et vraiment, non, moi, j'ai presque l'impression d'être trop sollicitée autour de moi. C'est vraiment pas la sociabilisation qui m'inquiète. Même si c'est vrai qu'en hiver, on est un peu plus isolé parce que les voisins, on les voit moins, des choses comme ça. Donc voilà, donc ça c'est la sociabilisation. Ah oui, pour les parents, je voulais aussi dire que un truc qui avait été important pour moi aussi, c'était tous les réseaux sociaux, Facebook, retrouver les gens sur Skype, parler par SMS, parce que tout ça, ça m'offrait justement cette souplesse dont j'avais besoin. Avoir des amis qui pensent pareil, mais avec qui on n'a pas, comment dire,
heu, c'est hyper souple, c'est-à-dire quelqu'un vous envoie un message, vous n'êtes pas obligé d'y répondre dans l'instant. Vous pouvez y répondre à votre rythme, au moment où vous n'êtes pas fatigué, au moment où vous allez, votre enfant va vous laisser un petit peu, vous allez aller sur votre téléphone, consulter vos messages Facebook. Voilà, c'est hyper souple et hyper, moi, ça répondait vraiment à ma façon de fonctionner. Donc, ça m'a été vraiment d'une très grande aide, d'autant plus que je fais beaucoup de vidéos, je suis assez publique comme personne, donc voilà, c'est vrai que c'était une très grande richesse pour moi et j'ai rencontré comme ça aussi beaucoup de gens extraordinaires. Donc à ne pas le négliger, je pense. Je pense que ça peut vraiment être une ressource extraordinaire pour les parents qui font de l'instruction en famille. Puis il faut penser aussi que l'enfant, lui-même à la base, c'est un être sociable. C'est-à-dire qu'il a ça en lui, c'est dans nos gènes, on est fait pour être sociable, pour avoir envie d'aller vers les autres, pour être dans la coopération, pour être dans le jeu avec les autres. Et alors l'école sociabilise, ça dépend. Ça dépend beaucoup. C'est aussi une forme de sociabilisation qui est imposée parce que tu es obligé de voir tels enfants à telle heure et voilà. Et bon, si ça se passe bien et qu'on se fait des amis, ouais, c'est super. Mais si ça se passe pas bien, parce que moi, dans ma vie, j'ai eu les deux cas de figure. Au collège, ça s'est très très mal passé. Beaucoup j'étais un peu martyr. Et par contre, au lycée, ça s'est super bien passé. Et j'adorais, j'avais des amis super bien, on était au Tchad. Et donc au collège, on n'était pas encore au Tchad et ça se passait très mal. Et je peux vous assurer que pour moi, je me sentais prise au piège dans un truc où j'avais pas envie d'aller, où je me faisais insulter, rabaisser. Et voilà, donc après, quand on me parle de sociabilisation, bah ouais, c'est à double tranchant quand même. Donc voilà. Et puis l'enfant, il a besoin aussi de temps, de pause, où lui-même est seul, où il construit sa réalité, où il construit son monde, où il est en train d'analyser le monde qui l'entoure, mais bon, seul avec lui-même ou avec un ou deux bons copains, mais à un moment tourné vers lui-même, vers l'intérieur. Parce que bah ça, à l'école, on ne l'a pas forcément. On est beaucoup dans la surstimulation. Et au final, ça donne des enfants qui, après, chez eux, le week-end ou en vacances, s'ennuient parce qu'ils n'ont pas bien appris Enfin, j'avais une voisine qui me disait ça l'autre jour. Elle en a deux et elle me disait, mais c'était pendant les vacances. Elle me disait, mais comment vous faites pour faire l'école à la maison? Nous, ça fait 3 jours qu'on est à la maison, c'est les vacances. Bah, ils n'arrêtent pas de râler, ils s'ennuient. Bah ouais, oui, bah oui, c'est sûr. C'est sûr que des enfants qu'on laisse pas, auxquels on laisse pas assez de solitude constructive, pas de solitude où vraiment ils sont seuls, où ils s'ennuient. Non, une solitude où justement ils apprennent à s'ennuyer, mais à en faire quelque chose de constructif, à développer leur imaginaire, à développer voilà, un ennui sain, on va dire, à avoir des réflexions, à découvrir le monde. Donc voilà, donc ça c'était sur la socialisation. Donc pour ce qui est des apprentissages, alors moi donc mon but c'était vraiment de suivre le rythme de l'enfant et de voir juste où ça nous mène. Donc ça m'a énormément appris et j'avais envie de me baser sur le plaisir de mon enfant pour l'apprentissage. Parce que c'est vrai que ce qui me dérangeait à l'école, je pars surtout, surtout à partir du CP, parce que je pense qu'avant la maternelle, c'est quand même beaucoup plus cool. Mais à partir du CP, bon, on apprend à l'enfant à rester assis et puis à lui enseigner des choses, mais au moment où l'adulte a envie qu'il les apprenne, et puis de manière un petit peu matraquée, c'est-à-dire que ouais, bon, à telle heure vous avez histoire géo, telle heure maths, et puis pouf, on switch de l'un à l'autre, etc. On n'apprend pas tellement à cultiver la passion d'apprendre, la passion de se plonger dans un truc, et puis de le faire parce qu'on l'a trouvé passionnant, justement génial, et qu'on a envie d'aller au bout de la compréhension. Non, on enseigne plutôt aux enfants
à faire un peu du par cœur avec les choses. D'ailleurs, je pense qu'on est nombreux à ne pas pouvoir ressortir les dates d'histoire de quand on était à l'école. Et puis beaucoup d'autres choses comme ça qu'on redécouvre avec ses enfants d'ailleurs, parce qu'à l'époque, on les a appris. Pourquoi? On a fait du par cœur pour avoir des bonnes notes, pour s'en sortir à ce moment-là. Mais ça ne faisait pas sens pour nous. Ce qu'on nous apprenait ne faisait pas toujours sens pour nous. D'ailleurs, si on ne l'apprenait pas et qu'on le loupait, et ben voilà, c'était fini. On avait une mauvaise note et puis voilà, c'était mauvaise note, mauvais bulletin, puis ensuite mauvais redoublage ou non-passage dans une autre classe. Enfin, bref. Donc, c'était important pour moi d'apprendre à mon enfant à donner du sens aux choses qu'il apprend. Donc, comme ça lui permet aussi de choisir ce que lui a envie d'être, ce qu'il a envie de devenir dans ce monde, ce qu'il a envie de développer, de connaître ses passions. Faut penser que les enfants, chaque enfant a vraiment son rythme propre, un rythme qui lui est propre, et que si on respecte ce rythme, ça lui permet, lui, de trouver vraiment une cohésion à l'univers, à tout ce qui l'entoure. Par exemple, pendant quelques jours, il va être à fond sur un sujet, ou pendant quelques semaines, et après, il va passer totalement à autre chose, et il va être à fond sur autre chose. Et ben voilà, au lieu de faire 1 heure par semaine des maths pendant toute l'année, et ben non, lui, ça va être plutôt le rythme. En tout cas, nous, ce qu'on a constaté, c'est plutôt que l'enfant va s'y passionner pendant quelques semaines ou pendant quelques jours, et ensuite, il va passer à autre chose. Et à ces moments-là, si vraiment on respecte cette façon de faire, ça lui permet, lui, de vraiment, le petit temps qu'il va passer sur cette matière ou sur ce sujet-là, il va vraiment se passionner et il va vraiment comprendre le truc et il va le retenir parce que ça aura fait sens pour lui. Et donc après, il peut passer à autre chose et puis revenir plus tard dans un autre cycle. Moi, je sais que par exemple, ouais, j'ai plein d'exemples parce que donc avec ma copine Noémie, on s'amusait au tout début, donc c'était en septembre, je sais plus, il y a 2 ans. On s'était dit, allez, viens, nos enfants, ils commencent à être grands, on n'a qu'à s'improviser maîtresse, on va leur faire des petites fiches, viens, aujourd'hui, on va faire un atelier cinéma, on va leur montrer Kirikou, après, on va faire un thème sur l'Afrique, on va leur faire colorier des masques et des trucs, et puis des petites fiches avec des labyrinthes de Kirikou qui va chercher je sais pas quoi. Et donc, on leur montre le dessin animé, on prépare tous nos trucs, mais après, mais qu'est-ce qu'ils en avaient à foutre de nos fiches? Ils sont tous partis ensemble, jouer ensemble, parce que les enfants, quand ils sont ensemble, ils ont qu'une envie, c'est de jouer, qu'on leur foute la paix et qu'ils soient tranquilles à construire leur monde intérieur. Et puis nous, on se retrouvait là, toutes les deux, avec nos fiches. Bon, bah ok, bon, bah on fait quoi? Bah, on va les mettre de côté, on verra bien. Donc, les enfants, ils aiment bien faire les trucs quand ils en ont envie. Et c'est pour ça que parfois, bah, ça demande une énorme souplesse pour réussir à les suivre. Parce que moi, des fois, avec mon fils, on s'amuse à faire du calcul, à calculer des choses. Il est quoi? Il est 10 heures du soir. Mais là, ça l'a pris d'un coup, pouf, il a envie de calculer. Pendant 5 minutes, on est à fond dessus. Puis après, voilà, ben voilà, c'est fini. Et en fait, ce qu'on ne comprend pas toujours, c'est que l'enfant, même s'il n'est pas sur ce sujet, il est de toute façon en train de développer et de construire sa compréhension du monde et sa cohésion entre les choses. Par exemple, avec ma copine Noémie, on avait remarqué que, par exemple, pendant plusieurs semaines, nos enfants, ils allaient se désintéresser profondément du dessin. Et nous, ils avaient un peu les mêmes rythmes, nos enfants en plus, donc on réfléchissait là-dessus. On se disait, ouais, t'as vu, ça fait longtemps qu'il n'a pas dessiné, ouais, faudrait qu'on le fasse travailler un peu ça, parce que, attends, après, il va pas savoir dessiner, c'est quand même dommage. Et puis on le faisait pas, parce qu'on voulait pas forcer nos enfants forcément à faire ça. Et puis d'un coup, paf, dans les jours qui suivaient, voilà, il se mettait à faire un dessin qui était beaucoup au-delà du niveau que nous, on savait de lui qu'il était quelques semaines avant. Et on se disait, mais c'est incroyable. Donc, en fait, l'enfant, il n'a pas continué à apprendre à dessiner, à s'entraîner, à mieux faire ses gestes, etc.
On l'a simplement laissé tranquille, il a élaboré toute sa compréhension du monde et sa vision des choses qui l'entourent et ses perceptions. Et d'un coup, paf, il arrive à retransmettre ça au niveau où il en est, même s'il n'a pas eu d'entraînement, parce que il a appris de façon... c'est un peu ça, les apprentissages autonomes. C'est-à-dire qu'on est persuadé qu'on doit enseigner à l'enfant, alors qu'en fait, l'enfant, il aime apprendre à la base, il aime apprendre, il aime découvrir les choses, et tout est apprentissage. C'est pas seulement les matières qu'on lui donne, les thèmes qu'on lui fait aborder, tout est apprentissage. Tout qu'on va contribuer à son développement et à son intelligence. Donc voilà. Un autre exemple qui me vient. Mon fils, depuis qu'il est né, il ne supportait pas les coloriages. Vraiment, et dans tous les magazines qu'on avait, il y avait toujours les pages coloriages. Et à chaque fois, j'étais là, oh non, encore des coloriages, mais il ne me les fait jamais, il n'en a rien à faire de ces coloriages. Pourquoi ils mettent des coloriages partout? Jusqu'à l'an dernier, donc il avait peut-être 5 ans. Et d'un coup, il s'est pris de passion pour un personnage Sonic. C'est un petit personnage de jeu vidéo, c'est un petit hérisson bleu. Et sans mentir, il m'a dit « Ah, maman, je veux bien un coloriage de Sonic ». Et en une semaine, il m'a fait 150 coloriages. Et ils étaient nickel, ces coloriages. Enfin, nickel pour un enfant de 5 ans. Donc voilà, donc moi, j'étais un peu hallucinée de voir ça. Et je me suis dit « Ah ouais, ok, bon, bah d'accord, bah écoute, c'est comme ça que ça marche. » Donc voilà, et donc ça. Donc je vous raconte tout ça, les apprentissages autonomes, etc. Et c'est vrai que au moment où on arrive au CP, puisque cette année, je suis en train de faire le CP, entre guillemets, et ben là, on se confronte à l'institution de l'éducation nationale. Donc, on rentre un petit peu dans le système parce que, bien sûr, on est à notre époque, on ne peut plus faire les choses exactement comme on le veut, même si dans la loi. Alors, la loi, en fait, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que votre enfant, l'instruction est obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre enfant à l'école. Ce qui est obligatoire, l'école n'est qu'une façon d'enseigner. Vous avez d'ailleurs des écoles privées, des écoles publiques, vous avez des tas d'écoles privées différentes. Vous n'êtes pas obligé de suivre le programme de l'éducation nationale. Par contre, il y a un cycle commun de connaissances, un bagage de connaissances qu'il faut légalement que votre enfant ait rejoint lorsqu'il aura 16 ans. Donc, en gros, logiquement, vous pouvez lui apprendre à lire à 10 ans, lui apprendre les maths, faire vraiment à votre sauce, à votre façon. Donc ça, c'est la loi. Et une loi que je trouve géniale parce qu'évidemment, ça permet vachement mieux de suivre le rythme de son enfant que de suivre, de suivre le programme du CP, du CE1, etc. Mais dans la pratique, c'est vrai que c'est pas forcément compris parce que faut savoir que l'instruction nationale, ils n'ont pas du tout la même démarche que nous, c'est-à-dire qu'ils comprennent pas du tout. Ça dépend sur qui on tombe, mais en général, des retours que j'ai, ils comprennent pas du tout. D'abord, pourquoi on les met pas à l'école. Ils trouvent ça un petit peu bizarre. Pourquoi pas? Pourquoi l'école? Ils trouvent ça tellement cool l'école. Mais soit, moi, vraiment, je pense que c'est important de ne pas les voir comme opposés à nous, que vraiment, ils ont simplement leur perception à eux et ils essayent de protéger votre enfant et d'être sûrs que, parce qu'eux, ils voient vraiment ça comme une chance d'aller à l'école. Donc, quand ils viennent chez nous, c'est pas pour nous faire chier, c'est pas pour nous casser, c'est simplement pour vérifier que notre enfant est épanoui. Et eux, leur vision d'être épanoui, eh ben, c'est les rapports sociaux, mais aussi de voir que votre enfant, eh ben, il sait bien lire, il sait bien compter, tout ça. Pour eux, c'est de l'épanouissement. Oui, bon. Alors, en tout cas, moi, ce que j'ai pu constater, là, on a eu, donc, je le disais la dernière fois, on a eu l'inspection qui est passée au début du mois de mars. Au début de ce mois, on est toujours en mars. Et donc, je leur avais écrit à l'écrit. Ils m'avaient demandé par mail quel support j'utilisais pour mon apprentissage. J'ai essayé de leur expliquer à l'écrit que je ne souhaitais pas que mon enfant soit testé parce qu'on avait un fonctionnement qui était tout à fait informel. Donc, mon enfant, d'abord, il n'est pas habitué aux tests. Donc, c'est pas sûr qu'il réagisse bien. Donc, c'est pas du tout, ça ne veut rien dire, un test.
Et puis, voilà, c'est stressant pour lui, c'est pas son fonctionnement, c'est un peu l'opposé du fonctionnement que nous, on veut, parce que pour nous, les notes, ça a pas tellement de sens. Ce qu'on veut, c'est vraiment que l'enfant apprenne les choses en les construisant, en les expérimentant et puis en leur donnant du sens. Donc les notes, et d'ailleurs, ça s'est confirmé parce que quand ils sont venus, bon, alors ils n'ont pas suivi du tout ce que j'avais dit, ils sont quand même venus, comme ils font souvent, à deux. Donc il y en a un qui discute avec vous, qui est généralement l'inspecteur, et l'autre qui est une enseignante de CP, et qui prend votre enfant un peu à part, dans la même pièce ou dans une autre pièce, et qui lui pose des questions pour savoir où il en est. Donc c'est comme ça que ça s'est passé, mais en même temps, c'est un peu... ils étaient très sympathiques, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ça me laisse un peu sceptique, parce que admettons que votre enfant, à ce moment-là, il ne soit pas hyper volontaire. Moi, mon enfant avait été très volontaire. Ce jour-là, j'ai eu de la chance. Mais imaginons qu'il n'est pas volontaire, qu'il ne soit pas volontaire, qu'il n'ait pas envie. Qu'est-ce qu'ils vont noter sur leur petite fiche? Ah oui, il ne sait pas faire ci, il ne sait pas faire ça. Et bon, voilà, vous en serez, votre enfant en sera là. Enfin bref. Quand même, ce que j'ai trouvé positif, c'est que il est marqué sur le papier qu'ils m'ont envoyé que l'enfant ne sera pas évalué en fonction du programme du CP. Donc ça, c'est ce qu'ils ont dit officiellement, qui n'est pas totalement vrai, puisqu'ils ont quand même rédigé sur le rapport que voilà, il ne sait pas tout à fait lire. Il faudrait qu'à son âge, il sache lire, il sache ces mots-là, qu'il sache ceci, qu'il sache cela. Et donc, pour la prochaine fois, c'est-à-dire que la fois d'après, en fait, ils font un bilan de votre enfant, et la fois d'après, ils regardent l'évolution de votre enfant en fonction du bilan précédent. Ce qui est pas mal. Mais c'est sûr que c'est pas hyper... ouais, c'est un peu subjectif. Donc voilà. Donc, c'est quand même important pour moi qu'on ne voie pas l'inspection en ennemi. Parce que, non, ils sont là, et c'est vrai qu'ils recherchent quand même le bien-être de notre enfant. Donc, moi, la façon dont j'avais envie de suivre ce programme, parce que je me disais quand même, c'est important, imaginez votre enfant, imaginez l'an prochain, je ne sais pas ce qui se passe, moi je tombe malade ou je me blesse, et je ne peux plus assurer l'éducation à la maison de mes enfants. Il va falloir qu'ils rejoignent le cycle scolaire, et alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, soit il n'est pas du tout au niveau, et alors ça va être hyper compliqué de s'adapter, en sachant que ça va déjà être compliqué parce que c'est un rythme de vie auquel il n'est pas habitué. Donc, je me suis dit, je vais essayer de suivre le programme de chaque année, mais de façon marrante, de façon unschooling. C'est-à-dire lui proposer, en fait, lui donner accès à des connaissances, mais le laisser faire un peu à sa sauce. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. J'avais projeté une vidéo la dernière fois, mais je vous la redonnerai, mais en juin, parce que je voudrais la finir en juin. Je continue à l'actualiser à chaque fois qu'on fait des nouvelles choses. Mais en fait, si vous voulez, chaque matière, entre guillemets, j'essaye de lui apprendre d'une façon qui soit rigolote, qui lui parle à lui. En connaissant bien mon enfant à moi, et ben, je lui montre les apprentissages d'une manière marrante. Par exemple, pour apprendre les châteaux forts, le CP, il parle beaucoup des châteaux forts. Alors, au CP, vous avez la petite fiche avec le château fort dessiné et des petits traits avec marqué ici, il faut dire, ici c'est un donjon, ici c'est une cour, ici c'est les douves, etc. Bon, ben moi, je l'ai emmené visiter un château fort, et là, je peux vous assurer qu'il a bien retenu tout ça. Donc voilà, c'est pour vous expliquer de quelle façon on va transformer ces apprentissages en des apprentissages qui vont faire un peu plus sens à l'enfant. Parce que nous, l'enfant, il va s'intéresser à ce qui l'entoure, il va s'intéresser à ce à quoi il a accès. Donc, si vous voulez que votre enfant apprenne à lire, quel que soit l'âge d'ailleurs, il faut quand même qu'il trouve un intérêt à la lecture autour de lui. Par exemple, qu'il vous voie lire, qu'il comprenne que voilà, s'il arrive à lire, il va réussir à lire ce magazine, que ça va être super, ça va être cool pour lui de savoir lire. Et là, il va y voir de l'intérêt. Parce que s'il ne l'apprend pas, il va apprendre d'autres choses. Ça, il n'y a pas de souci.
D'ailleurs, ça me fait penser à l'histoire de Victor l'enfant loup. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. C'était au moins au siècle dernier, si ce n'est plus. Donc un enfant qui était un peu style Mowgli, qui avait été recueilli par des loups, mais c'était une histoire vraie, il me semble. Et donc, quand on avait redécouvert cet enfant-là, je sais plus quel âge il avait, mais peut-être une dizaine d'années. Il avait survécu, mais il savait pas parler, évidemment, puisqu'il, enfin, il savait pas parler le langage humain en tout cas. Mais par contre, ils avaient constaté qu'il avait une ouïe incroyablement développée et un odorat incroyablement développé, et puis qu'il était capable de courir sur des kilomètres, enfin beaucoup plus qu'un être humain normal. C'est pour dire que votre enfant, de toute façon, il ne faut pas croire que parce que vous ne lui mettez pas des choses dans la tête, qu'il n'a rien dans sa tête, que sa tête est vide et qu'il faut la remplir. Ça, c'est vraiment une image qui est fausse, enfin, que je pense vraiment fausse. Donc voilà. Je ne sais plus où je voulais en venir, mais si vous avez suivi, vous avez dû comprendre. Alors, je regarde ma petite fiche. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là-dessus? Oui, alors pour faire l'école à la maison, donc toujours par rapport à la loi, en fait, c'est hyper simple. Il suffit de présenter un papier 2 semaines après la rentrée officielle des classes. Vous avez 2 semaines pour envoyer un papier. Vous pouvez trouver des modèles de tout fait sur les sites d'instruction en famille. En fait, simplement un papier qui dit bonjour, je ne scolariserai pas mon enfant cette année. Et vous l'envoyez à l'inspection de votre département et vous en envoyez un deuxième à votre mairie. Je crois que le deuxième, il n'est pas forcément obligatoire. Enfin, en tout cas, j'ai jamais eu de réponse de la part de la mairie. Mais c'est très important de l'envoyer à l'inspection pour être dans la loi. Donc voilà, autant ne pas se compliquer la vie et rester dans la loi, parce qu'après ça peut être pénible et compliqué, mener à des poursuites parce que vous n'avez pas déclaré votre truc. Donc voilà, autant se simplifier la vie. Donc moi, ce qui me plaît beaucoup, donc parce que du coup j'ai beaucoup réfléchi à l'école à la maison. Et c'est vrai que ce qui me plaît dans l'esprit de l'école à la maison, c'est qu'on va créer des enfants qui vont être différents, qui ne vont pas être meilleurs, mais qui vont être simplement différents, qui vont avoir une logique de pensée qui va être super différente. Et quand on y réfléchit un petit peu, c'est vrai que l'école, à quoi ça sert? L'école, elle a un but, un but social, c'est-à-dire que on crée des enfants qui ont telle connaissance afin qu'ils puissent intégrer tel métier dans notre société de consommation. Et on a une société qui est un peu dans l'ultra-consommation, une société qui voilà, on consomme. L'économie, on veut la faire grimper toujours plus. Et la politique actuelle, c'est faisons grimper l'économie, il faut qu'on soit en tête au niveau économique, mondial, etc. Et c'est bien merveilleux tout ça. Mais on a quand même une planète qui, physiquement, matériellement, est limitée. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on est toujours dans la surconsommation et la surconsommation? Eh bien, il y a un moment où elle va s'épuiser au niveau des ressources. Donc, ce qui peut être important, c'est de montrer un autre modèle à nos enfants, de montrer un modèle qui soit beaucoup plus tourné vers la récupération, vers l'écologie, vers le respect et la tolérance de l'autre et vers l'entraide aussi. Parce que c'est pas à l'école qu'on apprend à être super dans la coopération et on parle de l'école sociabilise, non. C'est pas là où on y apprend le plus à être dans la coopération. D'ailleurs, comme je disais la dernière fois, on n'a même pas le droit de copier sur son voisin. Alors que notre cerveau, d'année en année, pendant des millénaires, il s'est construit sur la coopération, sur le groupe, sur l'entraide. Et ben non, on n'a même pas le droit de copier sur son voisin. C'est pas juste. Non, je dis ça un peu en rigolant. Mais voilà, donc ça m'a fait remettre en question le but de l'école et ça m'a fait vraiment me dire que si on veut créer une société qui soit différente, si on veut changer les choses, et si on veut sauver la planète, franchement, parce qu'elle en a besoin, eh bien, on a besoin d'enfants qui pensent différemment et qui permettent à la fois s'intégrer, d'avoir les connaissances qui leur permettent de s'intégrer dans la société actuelle, mais d'avoir aussi la souplesse et l'imagination de transformer les choses. Et je pense que c'est hyper important. Voilà, donc les enfants, c'est vraiment... on doit être des guides pour eux, de la même façon que eux sont nos guides. Il y a vraiment un échange qui est
pour moi en tout cas d'égal à égal, même si moi je vais les guider sur certaines choses que eux ne connaissent pas, mais je me sens en aucun cas supérieure à mes enfants, et pour moi c'est pas moi qui leur apprends les choses, c'est simplement on est dans l'échange, dans le partage et dans l'échange. Donc ça c'est ma perception des choses, elle est juste à mon image, elle est pas parfaite, mais j'ai renoncé à chercher la perfection depuis longtemps. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit de ce que je voulais dire. On me pose parfois la question si l'école à la maison convient à tous les enfants, enfin à tout le monde. Oui, moi je pense que oui, l'école à la maison convient à tous les enfants. Si des enfants ont été trop formatés et que du coup ils ont du mal à entrer là-dedans, parce qu'on leur a toujours dit quoi faire. Bon, bah, c'est sûr qu'il y a des enfants qui peuvent du coup trouver ça un petit peu compliqué de se tourner vers leur passion alors qu'ils n'ont pas été habitués. Mais ça, c'est simplement une adaptation. Et je pense que c'est plutôt pour les parents que c'est plus difficile, sur plein de points. Déjà, mettre en place une nouvelle façon de vivre, rien qu'au niveau des coûts. Donc, moi, je vous disais, on vit... moi, j'ai pas de revenus, même si je travaille, entre guillemets, puisque je fais ces émissions, je fais la radio, j'écris des livres, etc., mais j'ai pas de revenus. Donc, mais mon mari en a. Mais par contre, je connais d'autres familles, comme ma copine Noémie, où eux, les parents avaient travaillé avant. Et d'ailleurs, le père était professeur, c'est vous dire. Et donc, elle avait choisi d'arrêter de travailler, donc elle avait des revenus sociaux, et ça lui permettait de vivre en faisant l'école à la maison. Donc voilà, il y a des aides pour ceux qui peuvent y avoir accès. Ce n'est pas mon cas, mais pour ceux qui peuvent, voilà, il y a des solutions. Ça demande aussi de vivre autrement, mais je pense que c'est toute une démarche qui est différente, parce que quand vous remettez en question la société et que vous avez envie vraiment qu'elle aille dans un autre sens, dans un sens qui est beaucoup plus tourné vers la régénération de la planète, et ben, vous abaissez aussi vos coûts de consommation, vous consommez moins. Alors bien sûr, vous allez payer des sorties, vous allez payer des livres, du matériel rigolo pour votre enfant, mais généralement, les parents qui font cette démarche se tournent aussi vers se sortent un petit peu de ce système de surconsommation, s'acheter toujours des milliers d'habits, des milliers de choses à la mode, etc. Donc voilà, c'est toute une démarche, quoi. Voilà, mais moi, c'est vrai que ça m'a permis de profiter, vraiment d'avoir l'impression de profiter de la vie, mais d'une façon incroyable. Après tout, pourquoi est-ce qu'on vient sur Terre? On vient sur Terre un petit peu pour profiter des siens, pour être dans l'amour, pour être en contact des autres êtres humains et s'enrichir les uns des autres. Et au final, qu'est-ce qu'on fait dans notre société? On est au boulot, matin, midi, soir, on est au boulot, on travaille, on bosse, en vue de la retraite. Bah moi, ma retraite, elle est ici et maintenant, et c'est vrai que c'est un pur bonheur pour moi. Et pur bonheur, ça ne veut pas dire que c'est pas difficile, parce que évidemment, on s'occupe de petits enfants, donc on doit faire tampon avec toutes leurs émotions, on doit apprendre à gérer on doit les aider à gérer leurs propres émotions, leur apprendre comment les gérer. Et là, notre exemple est vraiment le bienvenu. Mais c'est sûr qu'au niveau nerveux, c'est assez prenant aussi au niveau nerveux. Mais ça n'empêche pas que ce soit un bonheur immense. Voilà. Donc voilà, oh là là, mais disons, je parle. Ça fait quoi, 50 minutes que je parle? Waouh! Bon, ben ok, je vais passer aux questions. Alors, merci à tous ceux qui sont là au passage. Et merci pour vos questions. Alors, allez, je me lance. Donc, j'ai Abdelkrim Harari qui pose une question. Alors, je sélectionne. Ah, vous avez vu, j'ai appris à manipuler le truc. Alors, quelle est la priorité des priorités entre celle d'instruire son enfant et de jouir de ses libertés de femme travailleuse? Elle se libère de ses obligations conjugales, familiales et professionnelles pour se soumettre quelque part. Comment être libre? C'est une très bonne question, parce que c'est vrai que je l'ai déjà entendue. Et ben, il y a plein de choses qui me viennent en tête. Déjà, la notion de liberté. Parce que faut savoir que
Oh là là, mais j'ai trop de choses qui viennent en tête, mais ça vient dans le désordre, alors vous m'excuserez si ça part dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est qu'être libre? Est-ce que être avec ses enfants, c'est ne pas être libre? Si c'est imposé, ça peut sembler comme ne pas être libre, mais par exemple, pour ma part, c'est un choix. Et quand c'est un choix, je pense que c'est une liberté. Il faut bien penser que dans notre société actuelle, c'est plutôt un privilège de pouvoir être chez soi avec ses enfants. Parce que justement, au niveau économique, bah, c'est pas facile. Nous, on a dû déménager pour pouvoir avoir les moyens de le faire. Que l'un des deux du couple ne travaille pas, c'est vraiment un luxe. Enfin, du moins, c'est comme ça que je le vois. Moi, je me sens vraiment super chanceuse. Et pour ce qui est d'une obligation, alors, entre l'obligation du mari qui va lui gagner de l'argent pour nous, en fait, entre guillemets, puisque notre travail à nous n'est pas forcément rémunéré. Moi, je parle en tant que femme parce que je pense que la question est tournée comme ça, et puis parce que c'est moi la femme qui suis à la maison. Mais donc, si vous voulez, la société de consommation, il y a un moment, après les grandes guerres mondiales, où ils se sont dit, ah, bah si on libérait la femme, parce qu'on a vu qu'elle avait un impact de grande consommatrice, donc si on en faisait, si on la libérait de son mari, pour qu'elle gagne son propre argent via le travail et qu'elle soit plus dans la consommation. Et c'était quelque chose de très malin parce qu'effectivement, ça a énormément marché. Et le problème que moi j'estime avoir avec ça, c'est qu'on a fait en sorte que la femme trouve dénigrant de s'occuper de son foyer et de ses enfants et qu'elle ait envie d'être, que l'homme et la femme soient à égalité, mais dans le sens où elle va être égale à l'homme. C'est-à-dire que l'homme n'est pas dans le maternage. Bon, forcément, puisque c'est la femme qui porte les enfants, c'est elle qui allait. Bon, bah, il y a ce côté-là. Donc, forcément, la femme va plus être avoir ce penchant pour s'occuper des enfants, au moins les premières années. Donc, on en fait en sorte que la femme renie ça. Et c'est vrai que c'est en tout cas, de ce que j'ai constaté, beaucoup renié dans notre monde actuel. Il y a beaucoup de femmes qui ne se verraient pas s'occuper de leur enfant parce qu'elles préfèrent travailler, elles préfèrent avoir cette liberté financière. Moi, je pense que l'homme et la femme doivent être égaux. Vraiment, c'est hyper important pour moi, l'égalité entre hommes et femmes, mais qu'on est égaux mais différents. C'est-à-dire que physiologiquement, on n'est pas pareil et il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, la femme a fait quelque chose d'extrêmement merveilleux en pouvant s'occuper de ses enfants. Donc voilà, est-ce que c'est une obligation et une non-liberté de s'occuper de ses enfants? Non, je pense que la société nous pousse à penser ça parce que ça l'arrange, parce que ça permet à la femme de se débarrasser de son enfant plus facilement pour aller mieux travailler, avoir plus d'argent et consommer plus. Mais je pense que concrètement, la liberté, elle est dans la façon dont on conçoit les choses plus que dans les choses elles-mêmes. Donc voilà, moi je me conçois en tout cas comme extrêmement libre et l'argent que mon mari, qui travaille quand même à 80%, donc il a quand même sa liberté un peu à lui. Donc je conçois que l'argent que lui gagne, c'est de la coopération entre lui et moi, parce que moi je fais un travail qui n'est pas rémunéré, mais qui est quand même, je trouve, énorme, en tout cas en termes d'investissement physique et émotionnel. Donc voilà, c'est pour moi de la coopération, plus que de l'obligation. Et c'est vraiment un bonheur. Mais voilà. Et donc, par contre, en tout cas, pour rebondir, si vous voulez travailler, par exemple, vous êtes mère au foyer, mère célibataire et vous avez envie d'instruire vos enfants à la maison, eh ben, vous pouvez tout à fait, j'en connais qui l'ont fait. Alors, il y a des femmes qui peuvent trouver des métiers. Par exemple, je connais pas mal de mamans, d'ailleurs, qui font du travail à domicile, par exemple, garder des enfants ou alors faire des traductions. J'ai beaucoup de mères qui sont traductrices, donc où j'ai une autre copine par exemple qui est dessinatrice. Là, elle est en train de faire le tour du monde en ce moment, donc et ça l'empêche pas de dessiner et d'avoir ses revenus. Donc à l'heure actuelle, quand même, avec toute la technologie actuelle, on est capable de trouver des solutions à ça, des solutions à ces problèmes financiers. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais c'est ce qui m'est venu en tout cas. Merci pour ta question. Alors, une deuxième question de Méliana L. Alors, qu'en est-il de
l'accession aux enseignements supérieurs pour ces enfants? Doivent-ils obligatoirement avoir obtenu un baccalauréat? Eh bien alors, comme je disais tout à l'heure, ça dépend de la façon dont on conçoit le truc. Moi, c'était important pour moi qu'ils puissent à tout moment rejoindre ce chemin-là, si jamais, au cas où, si jamais le besoin se présentait ou parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Et donc, je pense que, ouais, mais même au-delà de ça, normalement, selon la loi, à 16 ans, on est censé avoir rejoint le cycle commun. Donc, voilà, légalement, tu es censé avoir le niveau et puis après, tu passes au lycée. Soit tu fais le lycée à la maison ou en candidat libre. C'est ce que mon frère avait projeté de faire et parce que l'école lui convenait pas du tout. Soit, bah, simplement, voilà, tu peux rejoindre l'école ou alors ne pas le rejoindre, c'est ton choix, mais tu peux tout à fait avoir le niveau du baccalauréat. Après, si tu veux pas passer le bac, bah, il y a des centaines d'enfants qui passent pas le bac, des centaines de gens qui n'ont pas le bac et qui ont un bon boulot quand même. C'est pas forcément, il existe des tas de structures ou des tas de façons de faire différentes. D'ailleurs, il me semble bien avoir lu que, par exemple, en informatique ou dans certaines entreprises, ils sont énormément à la recherche d'enfants qui ont eu un parcours différent, une école différente ou même qui n'ont pas été à l'école parce qu'ils savent que ces enfants pensent très différemment et que ça peut leur apporter c'est hyper, comment on dit, c'est valorisant, ça leur permet ça leur ouvre à des possibilités qui ne sont pas classiques et donc qui peuvent être très intéressantes pour ces entreprises-là. Donc ça, je l'ai lu. Je ne sais plus où, mais j'ai lu. Voilà, merci Méliana. Alors, une question de Simon From. Alors, peut-être expliquer aux internautes ce qu'est la Miviludes, équivalent de la brigade antiterroriste, mais en direction de toutes les formes de comportements sociaux et spirituels hors normes. Ça existe vraiment? Ben, je ne connaissais pas. Franchement, je ne connaissais pas la Miviludes. Mais ça ne m'étonne pas du tout parce que... bon, mais ça c'est le reflet des peurs de la société, la peur de la différence. Ça, c'est clair que ça ne m'étonne pas non plus. Moi, je sais que je suis végane et j'ai une copine qui travaille justement dans les services, je sais plus dans quoi d'ailleurs. Elle était avocate, il me semble. Et elle m'expliquait que le véganisme en France est classé dans la catégorie secte. Alors, ça me fait halluciner quand on sait que ça n'a absolument rien à voir avec une secte sur aucun point, mais ça veut dire que les gens ont, enfin, la société a certaines peurs qui fait qu'ils préfèrent surveiller les gens qui sont un peu différents au cas où il se passe un truc. Donc ouais, ça ne m'étonnerait pas. D'ailleurs, quand les inspecteurs sont venus à la maison, là au début du mois, ils m'ont dit mais vous savez, on vient aussi, il était sympa le gars, il me dit vous savez, on vient aussi voir comment vit l'enfant, dans quelle ambiance il est, hein, parce que bon, chez vous ça va, c'est cool, mais il y a des gens, on arrive, tous les rideaux et les volets sont fermés, l'enfant n'a pas le droit de sortir dehors. Alors, je sais pas s'ils disaient ça pour délirer ou pour me faire peur, mais en tout cas, j'imagine que ça peut arriver. Donc, eux, ils ont leur peur, en tout cas, sur tous ces sujets-là. Voilà, merci Simon. Mais merci de m'avoir... j'irai voir sur Internet ce que c'est que Miviludes. Oh, ça promet. ça va me... ça va me plomber ma soirée, ça encore. Non, je rigole. Allez, je passe à une autre question. Il y a Sylvie qui passe par là. Yippee, c'est le retour de Wonder Marion. Bravo pour tout ce que tu es et fais. Moi, je n'aurais pas le courage de faire l'école à la maison, pourtant je n'ai qu'un seul enfant. Et en même temps, c'est vrai qu'avoir un seul enfant, je ne sais pas comment ça se passerait pour moi, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus dur d'avoir qu'un seul enfant en école à la maison. Enfin, vu les miens, comment ils jouent, je me dis que c'est vachement facile d'en avoir deux, en tout cas. Alors, Brigitte, une question de Brigitte Clémensart. Alors, si tu as plusieurs enfants d'âge différents qui n'ont pas les mêmes envies au même moment, eh bien oui, c'est vrai, ils n'ont pas forcément les mêmes envies au même moment. Et d'ailleurs, quand je fais...
C'est comme tout parent d'ailleurs, s'ils sont en train de faire... Bon, il y a deux choses dans la question. Moi, souvent, ils font pas forcément les mêmes choses au même moment. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait de la musique ou qui fait un truc, et puis l'autre, il est en train de jouer à autre chose. Donc ça, c'est une chose. Et aussi, il y a le fait qu'ils se motivent vachement l'un l'autre. À l'école, c'est vrai qu'on classe les enfants de façon un peu arbitraire, tous par âge. En fait, on les met tous par le même âge, en se disant même âge, ils doivent avoir le même niveau. Or, c'est pas vrai. Il y a des enfants qui vont être plus en avance, parfois de plusieurs années sur un sujet, d'autres qui vont pour qui le même sujet va venir beaucoup en retard. Et c'est vrai que du coup, faire travailler souvent les grands avec les petits, ça les tire beaucoup vers le haut. Moi, mon fils aîné, il est souvent en train de conseiller ma fille. L'autre fois, c'était pour faire du vélo, par exemple. Il dit oui, alors tu mets tes pieds comme ça, t'inquiète pas, ça va aller, sois patiente, tu trouves ton équilibre. Voilà, c'était mignon. Mais souvent, les aînés adorent, ils adorent transmettre. Ils adorent transmettre ce qu'eux, ils savent. Parce qu'ils sont fiers de le savoir et ils ont envie de le transmettre. Et puis, il faut penser aussi que l'envie, parfois, ça se crée. Pour certaines choses, ça se crée. Par exemple, quand je les ai emmenés au château, plusieurs fois, je les ai emmenés donc visiter des châteaux. La petite, elle était hyper intéressée. Après, je pense qu'elle va m'en reparler dans quelques années parce qu'elle a 4 ans. Donc, il y a un moment où ça va devenir beaucoup plus concret. Elle va penser à d'autres choses. Elle va le voir, elle, à son niveau. Et puis, à un autre moment, elle va passer à un autre niveau. Elle va avoir d'autres détails qui vont lui parler. Mais tout est bon à prendre quel que soit l'âge de l'enfant. Ils vont chacun voir les choses à leur niveau. Et puis voilà. Donc, voilà. Merci, Brigitte, pour ta question. Merci de cette initiative. Ah de rien. De rien, Simon. Alors, Alexandre Boujard, j'espère que je prononce bien. Je prends ta question. Alors, selon moi, c'est une fausse liberté. Il garde tout de même le contrôle pour évaluer si vous pouvez en faire de bons petits moutons travailleurs pour remplir leurs poches et éviter qu'ils s'éveillent avec trop de liberté. C'est mon opinion. Eh ben, je partage tout à fait ton opinion. Franchement, quand les inspecteurs étaient là, mais je t'assure, le gars, il arrêtait pas de me dire oui, bon, mais bon, il faut que vous réfléchissiez à quel moment vous voulez qu'ils rejoignent le cycle commun. C'est bien de faire la transition, en gros, c'est bien de faire la transition entre le CP et une transition douce entre le CP et puis l'école. C'est comme ça qu'ils voyaient l'instruction en famille. Mais voilà, il faut que vous réfléchissiez à peu près, CM1, CM2, vous pourriez le remettre. Il faudrait que vous alliez visiter l'école qui est pas loin, comme ça, voilà, juste comme ça. Voilà. Donc, moi, je disais un peu oui, mais c'est sûr que ça m'a fait comprendre qu'ils ne comprenaient pas du tout la démarche qu'il y avait derrière. En même temps, je n'ai pas trop insisté parce que c'est tellement loin de ce qu'ils étaient capables d'entendre. Parce que si vous voulez, eux, ils ont des diplômes. Et alors, le diplôme d'enseignant, parce que je vois mon frère qui a galéré avec, c'est un diplôme costaud. Et alors, quand on l'a passé, on est bien fiers de l'avoir réussi. Ça, ce qui est logique, parce que c'est vrai que c'est sans doute un très gros morceau d'apprentissage et de choses à ressortir. Mais une fois que tu l'as passé, tu es fier et tu as l'impression d'avoir un truc exceptionnel et tu as l'impression que les parents eux-mêmes ne peuvent pas enseigner à leur enfant. C'est vraiment, on a l'impression d'ailleurs, beaucoup de parents vont dans ce sens parce que on leur a appris à penser qu'ils ne pouvaient pas faire les choses, qu'il fallait déléguer, qu'il fallait non pas que ce soit mal de déléguer quand on en a besoin, mais ça ne veut pas dire que nous, on n'en est pas capable. Et donc voilà. Donc c'est ce que je pense que c'est. On est poussé à penser ça et à perdre notre confiance en nous, notre courage on se déresponsabilise de l'éducation de nos enfants. Franchement, moi, de mon point de vue, vu que c'est là où j'en suis dans ma vie et que tous les matins je me lève avec mes enfants et qu'on fait des tas de trucs, quand je vois les enfants aller à l'école, je me dis je me dis un peu zut, les pauvres quoi. En fait, leurs parents doivent aller travailler, donc pouf, à la même heure qu'eux ils travaillent, ils les balancent à l'école. Et puis voilà, toute la journée, ils vont suivre ce qu'on leur dit de faire, et puis à la fin, ils vont les récupérer à la fin de la journée. Et les parents, ils vont jamais essayer de leur apprendre quoi que ce soit, ou alors ils vont les guider un petit peu dans leurs devoirs, mais j'espère que je vous sens pas trop dure avec l'école. J'ai rien contre l'école, j'adore l'école, mais
Mon frère est prof, je vous l'ai dit. Enfin, mais c'est vrai que vu que j'ai un autre mode de vie, bah, c'est l'impression que ça me donne. Donc voilà. Bref, je me suis égarée. Mais merci Alexandre pour ta question. Alors, Méliana, je crois que c'est la suite de la question de tout à l'heure. Attends, même s'il n'est qu'en primaire, je me pose la question du brevet des collèges. Si les connaissances acquises ne sont pas les mêmes que le programme officiel et qu'il n'obtient pas l'examen, que se passe-t-il? Bah, il n'est pas obligatoire l'examen, donc c'est pas grave. Et de toute façon, même le bac n'est pas obligatoire. Donc bon, à partir de là, voilà. Mais je crois que sinon, j'ai répondu un petit peu dans le début de ta question tout à l'heure. Alors, j'essaye de trouver une autre question. Alors, ben, j'ai l'impression que c'est... Ah. Ah ouais, mais parce que les questions, elles sont coupées un petit peu, elles sont découpées. Il y a des gens qui postent le début, puis après la suite, puis après la suite. Mais du coup, je suis un peu perdue. Donc Méliana, tiens, j'avais pas vu celui-là. Méliana, mon fils de 8 ans et demi et moi avons commencé l'IEF depuis septembre 2014. Et ben c'est génial, j'espère que vous vous régalez bien. C'est cool. Alors, Catherine Longuin. Donc l'isolement t'a-t-il paru difficile? Si oui, en quoi? Ben non, franchement, je crois que j'ai répondu, j'ai répondu à la question. Peut-être l'hiver, tu vois. Moi, au contraire, je me sens pas du tout isolée, je me sens même trop sollicitée. Moi, j'ai besoin d'avoir un rythme où j'ai des périodes de solitude, justement, pour pouvoir me concentrer un peu sur mes enfants, sur ce que j'ai envie de faire après, puis sur moi, sur toutes mes passions, puisque je fais plein de trucs à côté. Et donc, au contraire, parfois, je me trouve un petit peu trop sollicitée, mais c'est pas grave. Donc, l'isolement, peut-être en hiver. Moi, j'ai du mal avec l'hiver depuis que je vis près de la Suisse. Avant, on était à Montpellier, donc c'était cool. Et avant, on était en Afrique, donc c'était encore plus cool. Et donc là, ouais, l'hiver, je trouve ça un petit peu, je trouve ça trop froid, je trouve ça trop long. Donc, on bouge en général, on voyage à cette période. Comme on est libre, bah, on bouge. Voilà. Merci, Catherine. Alors, j'ai Martins David qui pose une question. J'aimerais organiser un atelier live avec une vraie école pour enfants. J'ai déjà rendez-vous. Qu'en penses-tu? Ben, ça dépend ce que tu appelles vraie école pour enfants. Je sais pas, il y a peut-être le début de la question ailleurs. Donc, je sais pas, mais si tu veux, tu m'envoies un mail, on en rediscute. Mais ça a l'air cool. Ouais, c'est clair que c'est pas mal d'avoir le retour des enfants aussi. J'aurais aimé même faire ça, mais c'est vrai que, étant donné que les enfants, je suis un peu leur rythme, bah, il faudrait que je fasse une vidéo moi-même au moment où eux, ils le sentent bien, pour pouvoir vous la rediffuser. Bah, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait un petit peu avec ma vidéo sur l'école à la maison. Parce que en fait, là, si je vais les chercher maintenant et qu'ils ont pas du tout envie, bon, bah, ça va pas marcher. Mais ouais, on en rediscute. Ok. Merci, Martins. Alors, bah, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Et il est 19h08. Ah, bah c'est cool, je suis pas si en retard que ça. Et ben voilà, bah... Ah oui, je vais vous conseiller des lectures. La petite rubrique livre de la semaine. Donc voilà, vous avez par exemple un livre sympa, c'est Ivan Illich, Une société sans école. Donc il pousse la réflexion vraiment loin, où il pense vraiment la société. Moi, je vais pas forcément jusque-là, mais c'est vrai que par contre, c'est hyper intéressant de repenser la société sans école. Alors là, ça semble hyper épanouissant la façon dont il l'explique, avec justement comme des structures, des bibliothèques, enfin des endroits où les enfants ont accès au savoir et où,
comme on les a pas dégoûtés d'apprendre, ou ils ont super envie d'aller apprendre. Donc voilà, ça a l'air sympa dit comme ça. Vous avez John Holt avec les apprentissages autonomes, c'est pareil, John Holt, il décoiffe hein, quand même. Et c'est hyper enrichissant. J'ai pas lu tous ces autres livres de lui, mais voilà, c'est quelqu'un de très révolutionnaire dans la compréhension de l'enfant. Vous avez Libre enfant de Summerhill. D'ailleurs, Noémie, c'est à toi, il faudrait que je te le rende. Et voilà, où là, c'est donc une éducation libre qui a été donnée à des enfants dans une sorte d'internat. Et ces enfants-là c'était des enfants qui étaient rejetés, qui étaient devenus agressifs, etc., parce qu'ils n'étaient pas du tout adaptés à l'école traditionnelle. Donc, ils ont repensé complètement la façon d'instruire en se basant vraiment sur leur motivation, sur leurs envies, et sur la compréhension et sur le lien vraiment entre le professeur et l'enfant, où ça a donné des choses extraordinaires. Et il y en a un autre que j'ai pas, mais que je peux vous conseiller. Donc, c'est le livre d'André Stern. Vous pouvez le regarder sur YouTube. D'ailleurs, il y a un interview de lui. André Stern, son livre, ça s'appelle « Et je ne suis jamais allé à l'école » ou « Comment je ne suis jamais à l'école » ou « Je ne suis jamais à l'école », tout simplement. Et ouais, il est assez bluffant parce que c'est quand même quelqu'un qui a réussi... Enfin, son milieu devait être très riche et ses parents devaient avoir une philosophie vraiment extraordinaire. En tout cas, il a réussi à apprendre à lire tout seul. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de limite surdoué parce que c'est vrai que moi, apprendre à lire tout seul, mon enfant, il n'y arrive pas hein, pour l'instant. Comme quoi, chaque enfant est différent. Il faut vraiment s'adapter si vous êtes dans cette démarche, à s'adapter à votre enfant, à la façon dont il conçoit le monde. Et s'il n'a pas envie de faire de la lecture pour l'instant, eh ben tant pis, il va faire autre chose, il va s'amuser, il va construire d'autres apprentissages, mais dans tous les cas, il ne deviendra pas stupide. Les enfants, ils sont extraordinaires, ils sont bien plus intelligents que nous, je pense. Voilà. Et ben c'est ainsi que se termine ma session, mon émission sur l'école à la maison. J'espère que j'ai abordé tout, que j'ai répondu à toutes vos questions, posées ou non posées, et que ça vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, bisous!